le professeur Sonia Delmas. Et chers participants en vos rangs et qualités, j'ai le choix de m'adresser à cette distinguée assemblée au nom du Mouvement des entreprises du Sénégal, organisation représentative des PME sénégalaises, pour porter la parole du président Mbagnick Diop Antouché qui m'a désigné pour cette tâche. En vous apportant le salut de l'Afrique de l'Ouest, je m'incline à croire que le public de choix du jour est fin connaisseur de l'Afrique subsaharienne, objet de regard et de curiosité, donc d'attractivité, plus prononcé au moment où le monde est le plus tourmenté que jamais. Cette turbulence à géométrie variable impacte différemment sur les continents, les aires géographiques, les zones, les pays qui résistent du mieux qu'ils peuvent selon les degrés d'organisation de leur système de production, de formation et de transformation. Il ne fait guère en toile de fond, s'observe une lente mais réelle inversion des paramètres qui place l'Afrique de l'Ouest en position d'exportation, certes encore balbutiante, mais la perspective se densifie à mesure que les dirigeants prennent conscience de la nécessité de faire de la transformation le levier d'une croissance diversifiée. De sorte des connaissances acquises et la maîtrise de certains processus de fabrication justifie l'essor de l'investissement productif, même si on note une dégradation conjoncturelle due à la baisse des prix des matières premières, tant des minéraux que des hydrocarbures. Toutefois, les prévisions sont optimistes pour le continent qui atteindra un taux de croissance de 1,3% en 2016, soit le double de la croissance européenne. Pour la seule région ouest africaine, le taux de croissance attendu à minima sera de 5,5 dans la zone du moins. Le Sénégal, pour sa part, a fait un bond qualitatif. Cette année, on est à 6,5 avec un objectif 2017 de 7 points. Qui en outre l'avantage de présenter donc la zone UMOA, donc Union économique monétaire ouest-africaine, qui en outre l'avantage de présenter un guichet unique sous la bannière communautaire pour surmonter les barrières, les obstacles et les cloisonnements d'autrefois. Le marché africain connaît un regain d'intérêt. Il est même enthousiasmant. Pour preuve, le flux s'intensifie entre les différents pays, dont certains sont déjà pénétrés de l'idée de mutualiser leurs atouts afin de conférer à leurs économies respectives plus de viabilité. L'édification d'infrastructures d'intégration, routes, ponts, chaussées, autoroutes, renforce les axes et étend la gamme des opportunités dans un marché qui s'ouvre davantage à la concurrence du fait d'une offre de services diversifiés. Plusieurs secteurs d'activité constituent des gisements d'emplois dont certains ne sont pas encore pourvus. Des plateformes de croissance se mettent progressivement en place sous la houlette des banques, de compagnies d'assurance marocaines, pour ne citer que cela, prêtes au détour d'acquisitions créatrices de valeur à construire la modernité que réclament ces nouvelles forces montantes en Afrique, gouvernants, chefs d'entreprise, cadres, opinion publique, consommateurs, salariés et investisseurs. Face à la demande de plus en plus exigeante, le lancement d'initiatives de réorganisation des bases industrielles s'avère plus que nécessaire pour capter les financements en quête de profitabilité et de rentabilité. À l'instar d'autres aires géostratégiques, le continent africain veut faire émerger des champions nationaux, d'abord, puis régionaux, ce qui suppose de vrais projets industriels au demeurant solides, offrant de réelles garanties pour l'emploi, dans une perspective de rendre l'outil de production plus performant, notamment dans les domaines de l'agro-industrie, comme un secteur stratégique. Par ce biais, l'enjeu est de fonder dans la durée un partenariat adossé à un modèle de production, à savoir travailler sur la qualité de produits comme des processus de fabrication industrielle. La taille reste problématique, mais les ambitions d'extension qu'elles nourrissent laissent apparaître une volonté d'élargissement du périmètre d'activité. Les Marocains excellent dans l'organisation et la planification stratégique, domaines dans lesquels les Africains en général perdent à sa. Faire des choses ensemble, c'est mutualiser les forces pour conquérir les parts de marché. Si la région ouest-africaine offre un terreau fertile pour renouveler le profil industriel, le royaume chérifien regorge de talents et de moyens financiers capables, dans une dynamique de partenariat, d'améliorer la gouvernance économique par une injection de capitaux frais. Nous appelons de nos voeux par une fusion des savoirs quand tous les analystes sérieux s'accordent pour considérer l'Afrique comme le prochain lieu de déroulement de l'agenda économique du monde. En l'espace d'une décennie, la destination africaine a connu une série de mutations importantes
Timide à ses débuts, la présence marocaine s'est accentuée avec des acquisitions notables ou des installations plus poussées sur des segments nécessitant des investissements conséquents. Cette évolution a des conséquences sur le management des équipes qui intègrent désormais le numérique comme un avantage comparatif. Les Marocains peuvent dès lors se prévaloir d'une connaissance approfondie des attentes de la clientèle, en dépit des contraintes des coûts d'effectifs et de l'inégale progression de la gouvernance dans les affaires. En prenant l'efficacité sans verser dans l'angélisme, ils parviennent à s'adapter au nouveau contexte sociopolitique caractérisé par un état d'esprit entrepreneurial qui s'empare des couches sociales africaines. D'aucuns voient dans l'axe Dakar-Rabat la plateforme de croissance. Les deux pays ont tenu cette exclusivité en dépit des vicissitudes conjoncturelles, si bien que les perspectives annoncées, découverte du pétrole et du gaz au Sénégal et en Mauritanie, renforcement du partenariat économique avec la bénédiction des autorités politiques conforte le pronostic d'une maturation en cours. Et puisque les investisseurs s'orientent vers les lieux de création de croissance, nul doute qu'une intensification des flux financiers devrait être perceptible dans un futur proche. Le besoin de formation et de qualification se fait déjà sentir dans le secteur des hydrocarbures, avec pas moins de 500 métiers répertoriés. L'esprit entrepreneurial essaime à grande vitesse. Certes, les petites sociétés d'ordre familial à périmètre réduit, donc très peu compétitives, foisonnent toujours à l'échelle de la région ouest africaine. C'est dire que nous avons encore des structures d'entreprises fondées sur des héritages ou des legs. Se libérer de certains archaïsmes et entrer dans le 21e siècle ne sera pas chose aisée, assurément. Néanmoins, il nous arrive souvent au mouvement des entreprises du Sénégal de réunir à travers des ateliers des professionnels de filières, industriels, distributeurs, patronats, salariés, représentants, États et collectivités locales pour apporter une solution concrète et durable plus proche du terrain. Le continent a besoin de capitaux pour accompagner les projets de développement, les secteurs pesant des milliards d'euros et de la formation de main-d'œuvre spécialisée dans les domaines pointus de l'industrie. En définitive, il s'agit d'aider l'entreprise à l'éveil, au sursaut, au renforcement pour gagner des parts de marché conséquentes. Nous sommes guidés par une idée simple, la création de la valeur ajoutée. Dans les différents pays existent des guichets uniques sous le même étendard. Ils mesurent ainsi leur poids grâce à une flexibilité accrue. Le marché africain connaît un regain d'intérêt. Il est même enthousiasmant sous quelques angles. Partenaire solide, le Maroc a des atouts pour consolider en Afrique de l'Ouest son positionnement face à l'arrivée de la Chine, du Brésil ou de la Turquie. Il reste vrai que les pays africains traversent des moments difficiles liés à la conjoncture mondiale. L'ampleur et le caractère durable des effets de la crise affectant les matières premières ont rendu nécessaire la réduction des coûts, des structures et de la réorganisation des bases industrielles. Il en est de notre responsabilité de conduire ces évolutions dans le cadre d'un dialogue coopératif. Ainsi, la région peut retrouver son embellie, assurer son avenir grâce à l'apport et les échanges intra-africains. Je prends l'exemple du Maroc pour ce qui concerne le Sénégal et de la montée en gamme et en puissance de ces entreprises. L'icône mondiale Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Donc, faisons cet enseignement en tirant de nos erreurs des leçons de vie pour être meilleurs, puisse le vent de la fraîcheur qui balaye l'Atlantique nous inspirer pour nous installer durablement dans une conjoncture plus souriante et que ce partenariat soit gagnant pour tous, sans exclusion. Je ne serai beaucoup plus long, j'estime que l'essentiel a été dit. Je suis en face de gens plus intelligents qui comprennent vite et mieux que moi, donc je vais dire tous les non-dits seront facilement compris, mais c'est un message d'espoir, c'est un encouragement, parce qu'au patronat où on voit toutes les marges d'évolution et on voit comment la tendance est en train de se dessiner et que je pense qu'il faut accompagner ce mouvement-là, le consolider, y croire. C'est faisable parce qu'on parle le même langage, on est dans le même monde, on a les mêmes objectifs, on a les mêmes ambitions et c'est une légitimité qu'il faut assumer et défendre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Alors maintenant, nous allons accueillir Monsieur Madiane Diallo, le professeur Madiane Diallo, qui est titulaire d'une chaire d'aide à la décision à la Pontifique Université catholique de Rio et qui est de formation ingénieur en mathématiques, informatique et économie. Madiane a une expérience gouvernementale également
au cabinet des présidents du Brésil et du Sénégal, comme conseiller, respectivement comme conseiller et ministre conseiller. Il a été consul général du Sénégal à Sao Paulo et il est actuellement directeur de la planification et des études du Conseil économique et social et environnemental. On peut dire aussi qu'il collabore avec les INSA depuis de nombreuses années. Voilà, Monsieur Madiane. Bonsoir. Bonsoir. Donc, tout le problème de configuration, ça va pas jouer sur l'animation. Je voudrais d'abord remercier cette opportunité devant cette illustre assemblée formée d'industriels et d'illustres invités pour parler de la recherche et du développement dans la région subsaharienne. Je suis très heureux de venir ici parler avec des collègues de l'INSA en général. Des collègues que je fréquente depuis 2000 maintenant, et surtout parler ce qui nous concerne de la recherche et du développement de la politique du nouveau type d'étudiants que nous avons besoin de former pour l'industrie, tant en local qu'au niveau de la sous-région. J'ai voulu axer un peu mon speech sur les mathématiques et l'informatique applicable au procédé industriel, parce qu'on est concerné par le domaine de l'ingénierie. Et on ne pourrait pas parler d'ingénierie sans pour autant parler du monde des mathématiques et de l'informatique. Bon, donc, on a d'un côté l'industrie et on a de l'autre côté les universités, que j'ai résumé en disant académie. Et le secteur corporatif, avec l'industrie, le secteur social, l'économie. Bon, j'ai distingué quelques qui sont la médecine, l'économie, le social et l'industrie, où on voit beaucoup plus d'applications et d'innovation. Et de l'autre côté, j'ai mis l'accent juste sur ces 4 disciplines principales qui nous concernent le plus et qui ne sont pas, la liste n'est pas du tout exhaustive. Et donc, comment se passe l'interaction? Classiquement, on a les universités qui forment leurs étudiants et qui les envoient à l'industrie. Qu'est-ce que nous notons? Les industries réclament de la formation des différents étudiants qui leur sont envoyés. Des fois, ils disent qu'ils prennent 1 à 2 années pour reformer l'étudiant, pour professionnaliser l'étudiant, ou pour mettre l'étudiant dans l'environnement de l'industrie. Et donc, nous, de l'autre côté, on reçoit les problèmes venant de l'industrie. Quand les problèmes nous parviennent, dépendant du chercheur qui reçoit le problème, soit il dit que c'est un problème simple, parce que c'est un problème qui n'est pas de la recherche fondamentale habituée des universitaires, ou il trouve que ce n'est pas un problème qui est assez complexe pour être développé sous forme de thèse, etc. Et donc, il dit que c'est tout simplement un problème de consultance. Et donc, où se trouve le problème? Le vrai problème, c'est dans la définition de ce que c'est un problème dans l'industrie et ce que c'est un problème à l'université. Et donc, j'ai eu à réfléchir pendant longtemps sur ça. Dans l'université où je suis, qui est la Pontifique Université catholique de Rio, qui est un partenaire stratégique en Amérique latine des écoles polytechniques et l'ISA et du groupe l'ISA, nous avons compris en fait qu'il fallait intégrer les acteurs industriels dans notre système. Comment nous l'avons fait? Nous avons créé un système de risque, la fonction de risque, quelqu'un qui vient pour quelques heures à l'université. Et donc, ces professionnels font 4 heures d'enseignement de leur discipline à l'industrie dans notre curriculum et 4 heures
de consultance avec nos étudiants dans ce qu'on appelle les entreprises juniors, qui sont des entreprises formées uniquement par les étudiants durant leur formation et qui est différente de la formation continue. Et c'est là-bas qu'on a réussi à découvrir que la définition du problème à l'industrie et la définition d'un problème à l'université, c'est deux choses différentes. Et on peut le voir tout simplement en regardant la contribution de ces trois disciplines quand il s'agit de résoudre un problème donné, quelle que soit son origine. Et donc, on dit que l'informatique, quand on dit informatique, tout le monde pense au software. Donc, la contribution de la discipline informatique, quand un problème est présent, c'est le software. Okay. Et donc, on dit les statistiques. Tout le monde sait que l'analyse de données. Donc, on dit la contribution des statistiques, c'est l'analyse de données. La question qu'on se pose, c'est les mathématiques, la physique et l'ingénierie. Quelle est leur contribution dans la résolution d'un problème? Beaucoup de gens pensent que l'ingénierie, c'est juste la création, le développement du produit. Et beaucoup de gens ne savent pas que l'ingénierie résout aussi des problèmes. Et donc, on va essayer de mettre le mot problème sur la ligne du temps et créer une chaîne des différentes contributions disciplinaires. Donc on a le problème, on a le software d'un côté, de l'autre côté on a l'analyse de données qui vient après la protection logicielle. Et donc il y a un vide. Et ce vide est nécessairement rempli, parce que le problème n'est pas encore résolu, certainement par les mathématiques, la physique, l'ingénierie. Et donc, à discuter, on sait que pour créer un software, il faut d'abord trouver une solution. Parce que le logiciel n'est rien d'autre que un langage qui a été créé sur un problème défini et qui permet de résoudre n'importe quel problème. Avant la solution, il y a la modélisation. Et après la modélisation, il faut parler de l'existence d'une solution. Donc, un problème est posé, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il n'y a pas de solution? Et s'il y a une solution, combien de solutions il y a là? Et donc, toute cette partie de modélisation jusqu'à l'existence d'une solution ou non, le nombre défini de solutions, s'il y en a plusieurs, tout ce groupe est résolu par les mathématiciens, les physiciens et l'ingénierie. Et sans cet agglomérat d'informations, on ne peut pas avoir de logiciel. Si on ne peut pas avoir de logiciel, on ne peut pas avoir d'analyse de données. Donc ça veut dire que la partie la plus importante dans la résolution du problème de l'industrie, cette partie-là, elle est une contribution des mathématiques, de la physique et de l'ingénierie. Et donc, des fois, le problème n'a pas de solution. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, il y a une discipline qu'on appelle simulation, qui vient juste après la modélisation pour tester une solution approchée. Cette simulation aussi, elle émane des mathématiques, de la physique et de l'ingénierie. L'informatique ne vient que pour créer un software de simulation dessus. Ça peut se faire aussi après la solution. On peut découvrir qu'il y a une seule solution. On peut simuler pour répondre à la question, est-ce que le nombre de solutions est multiple ou pas? Donc on voit que les disciplines qui nous concernent dans l'ingénierie, ce sont les différentes disciplines, ce sont les différentes disciplines qui répondent à la plus grande partie et au cœur de la résolution d'un problème. Et maintenant, on arrive à une situation où le monopole n'existe plus. On est dans un monde globalisé. Et donc, tous les problèmes de l'industrie, ce sont des problèmes que l'on appelle les problèmes multi-objectifs ou multicritères. C'est-à-dire, on ne peut plus optimiser sur une seule direction. Donc, on est obligé de combiner plusieurs lignes d'optimisation. Donc, on est obligé
de chercher ce qu'on appelle l'équilibre. Pour les mathématiciens qui disent ça d'un point. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, la multidisciplinarité est plus que jamais d'actualité dans la formation d'un ingénieur. Un ingénieur n'a plus besoin d'être vertical. En début d'après-midi, j'entendais parler de la communication, donc de l'idée au marché. Donc l'ingénieur, il doit être capable lui-même de communiquer sur son produit, de faire marketing de son produit et de vendre. Et en plus de ça, il y a maintenant la grande concurrence des différents marchés, ce qui fait appel à la diversité. La diversité dans le sens de l'adaptabilité du produit et la diversité dans le sens du multiculturalisme. Les produits aujourd'hui doivent avoir un goût de culture pour pouvoir être adaptés facilement et consommés beaucoup plus facilement par les différents utilisateurs ou les différentes populations. Et donc, si les mathématiques et la physique garantissent la modélisation dans la résolution d'un problème, le développement d'un produit et l'innovation aussi sont dans la résolution d'un problème donné. Donc, on a l'informatique qui vient avec la simulation et la résolution du problème, sachant que pour pouvoir résoudre, c'est parce que les maths et la physique ont déjà répondu de l'existence de la solution. Et maintenant, l'économie vient pour faire l'interprétation socio-économique des résultats. Donc, ça veut dire qu'un ingénieur aujourd'hui, il doit être bon en maths, bon en physique, ou bon en informatique, et bon en économie. Après vient la culture sociale. Et donc, l'ingénieur qui ne sait pas adopter humainement ces résultats, c'est-à-dire expliquer aux populations ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de créer et ce qu'il est en train de penser, il ne peut pas se faire comprendre. S'il ne peut pas se faire comprendre, cet ingénieur-là ne pourra pas recueillir le feedback de la population pour pouvoir rendre son produit beaucoup plus facile et utilisable par les populations. C'est le génie qu'a eu Steve Jobs avec son iPhone. Et il faut qu'il comprenne de l'environnement, des enjeux de l'environnement, pour pouvoir proposer des solutions qui ne seront pas néfastes à l'évolution de la planète. Et donc, en plus de cette multidisciplinarité, maintenant viennent les raisons locales d'origine de l'ingénieur. Dans la région subsaharienne, on a une région où il y a plus de 300 langues. 300 langues codifiées. Si on prend une région comme la région ouest, après le Sénégal, entre Guinée, Sierra Leone, Ghana, Libéria et Cap-Vert, on compte plus de 50 langues nationales. Quand on dit langue, c'est parce que l'alphabet existe. Et donc, un instituteur à l'école primaire, dépendant de la région, doit parler 6 langues pour se faire comprendre. Et l'avantage de cette diversité culturelle dans l'innovation et la création, elle est fondamentale. J'ai entendu quelqu'un parler tout de suite sur l'importance de la diversité dans l'innovation. En réalité, plus la diversité elle est ample, plus elle est large, plus il y a des chances d'innover. Parce que quand on prend une population qui est homogène, si une personne est bloquée, mathématiquement, toute la population elle est bloquée. Et donc, les Américains ont dominé le monde avec le Silicon Valley parce qu'ils ont pris, en fait, plusieurs espèces de toute la planète. Ça veut dire qu'ils ont démultiplié le nombre et la manière de penser. Ce qui fait que quand il y a un problème, le Chinois, il pense à la Chinoise, l'Allemand pense à l'Allemand, le Sénégalais, ainsi de suite. Et donc, non seulement s'il y a une solution, on a N fois de population en solution, mais on a aussi N fois N de possibilités de résoudre le même problème en croisant les langues et les manières de penser, mathématiquement parlant. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on a 10 problèmes,
on a 100 solutions et 10 puissance 10 possibilités de résoudre le même problème. Et donc, l'innovation ne signifie pas créer un produit 100% nouveau. Scientifiquement, qu'est-ce qu'on dit? On dit que deux produits sont différents s'il y a 30% de différence. Donc, à chaque fois qu'on prend un produit et qu'on y rajoute 30% de différentiel par rapport au produit antérieur, on est dans l'innovation. Donc, imaginez quand on peut 10 000 fois rajouter 30% d'innovation. Combien de produits aujourd'hui Apple a derrière gardé dans l'innovation pour pouvoir mettre sur le marché? Donc, la diversité culturelle, c'est une chose extraordinaire qui, malheureusement, dans nos pays africains, est facteur de blocage au moment que dans les pays développés, la diversité est un facteur d'accélération de l'innovation et par conséquent de la croissance. Et donc, quel est le rôle du chercheur dans la création de ce nouveau type d'étudiants? Le chercheur, carrément, si la formation doit être transversale, le chercheur ne pourrait pas être vertical comme il était avant. Il est obligé d'être adapté à un environnement professionnel et multiculturel. Ici, multiculturel veut dire tout simplement chaque critère est un objectif. Et il est obligé pas d'être maximum sur chaque objectif, mais il doit satisfaire à un taux fixé par l'administration, un taux sur chaque ligne. Par exemple, on doit former un ingénieur pour le secteur automobile africain. Cet ingénieur doit être multilingue, parce que la sous-région déjà est multilingue. Cet ingénieur doit être géographiquement mobile et culturellement adaptable aux différentes cultures d'ici. Le professeur, lui, il doit le comprendre automatiquement pour pouvoir créer ce type d'ingénieur. Et donc, il doit servir d'interlocuteur entre l'industrie et l'académie. Ça doit être quelqu'un qui doit pouvoir définir le problème comme l'industriel le définit et définir le problème en même temps comme l'académie le définit. En d'autres termes, il doit être capable de trouver l'intersection entre la problématique industrielle et la problématique académique. J'ai été très heureux ce matin en faisant la visite de l'INSA et de l'université et du court entretien que j'ai eu l'occasion d'avoir avec son Excellence le Président de l'université. La présentation qu'il nous a faite et le tour de l'INSA plus la réunion avec la directrice de l'INSA et son staff m'ont beaucoup réconforté dans le sens où les variables diversité culturelle, multidisciplinarité, multi-objectivité et le sens de la culture sociale et de l'environnement apparaissent même sur les bâtiments. Quand on voit la modernisation des laboratoires qui sont en train d'être créés, les espaces qui sont prévus, on voit carrément que le nouveau type d'ingénieur que je décris plus ou moins ici et que je défends que notre sous-région a besoin, on dirait que c'est ce qui est en train d'être projeté ici. Donc ça veut dire que le produit qui sortira d'ici, ça sera un produit à un taux de satisfaction élevé pour pouvoir satisfaire la sous-région. Qu'est-ce qui va manquer au produit? Ce qui va manquer au produit, c'est ce que le chercheur, il n'y a que le chercheur et l'enseignant qui peuvent le garantir, c'est le contenu du produit. C'est-à-dire le transfert de la connaissance de manière que cet ingénieur-là puisse servir son interlocuteur de l'autre côté, qui est l'industrie. Donc, grosso modo, je voulais venir pour dire, comme c'est 10 minutes, que la pratique est la meilleure des théories. Et tout le monde sait que quand on parle de la pratique, on a toujours un produit. Et à partir de la théorie, du produit, on a de la théorie. Parce qu'un produit qui n'évolue pas, l'industrie n'en veut pas aussi. Et ce qui implique, comme il y a théorie,
ça implique automatiquement la pratique. Et la pratique, plus la théorie, ainsi de suite. Alors que si on pense juste à la théorie comme on le fait à l'université, sans qu'il y ait produit, ça n'implique pas toujours la pratique. Et depuis des centaines d'années, les universités ont été les réceptacles en fait de la pensée fondamentale. Et aujourd'hui, le monde a changé et tend, la plus grande partie du monde est sous-développée et tend vers l'émergence. Ce qui fait que les universités ont besoin de s'adapter à la demande de la société qui n'est rien d'autre que se transformer en des universités de développement. Et qui dit le mot développement dit pratique. Qui dit pratique dit automatiquement une demande de sortie, de output qui est le produit. Et on ne peut pas rester sur le produit, on est obligé d'innover et d'améliorer. Et donc, produit plus théorie. Je voudrais vous remercier de votre attention et je reste disponible pour éclairer quelques points sur ces petits mots que j'ai voulu partager. Je vous remercie. Et quand on parle d'innovation, il est vraiment l'exemple type d'innovation. Il était chef d'entreprise, il a créé une entreprise extrêmement innovante. Il a été appelé par le gouvernement marocain pour participer au gouvernement marocain en tant que secrétaire général. Et là encore, il a fait de l'innovation en étant derrière le plan marocain énergétique. Comme vous le savez, le Maroc a souhaité, parce que le Maroc n'a pas de pétrole, n'a pas de gaz, n'a pas de ressources fossiles, et donc il avait une ambition d'assurer 42% de ses ressources énergétiques à partir des ressources énergétiques renouvelables, avec la création de parcs alliant à la fois l'énergie solaire, photovoltaïque et thermique, l'énergie éolienne et l'énergie hydrique, avec une création de 4 gigawatts. Et quand le Maroc avait commencé à faire cela, beaucoup de pays disaient n'y croyez pas. Parce qu'actuellement, c'est le plus grand projet du monde, et je pèse mes mots. On a monté les ambitions du Maroc, on est passé à plus de 50%, on était à 42% à l'horizon 2020, on est passé à plus de 50% avec la création de 10 gigawatts. Et en fait, on a réalisé que ce n'est pas question d'argent. On disait que le Maroc ne pouvait pas faire ça parce que le Maroc n'a pas beaucoup d'argent. Ça vaut plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et ce que l'équipe de Zneba nous a montré, c'est qu'ils ont conçu un projet extrêmement innovant qui est devenu actuellement le modèle. Je les ai récemment, j'étais en voyage, je les ai dans le New York Times, qui c'était ce projet comme un modèle dont plusieurs pays s'inspirent en ce moment. Et finalement, le Maroc est en train de trouver les fonds nécessaires, car quand vous avez un projet extrêmement bien ficelé, les fonds viennent. J'aimerais aussi saisir cette occasion pour remercier la directrice de l'INSA Euro-Méditerranée, professeure Sonia Bendia, et son équipe qui font un travail remarquable vraiment pour jeter les ponts entre le monde universitaire, entre notre université et le monde de l'entreprise. L'année dernière, nous avons reçu M. Sylvain Lalo avec d'autres industriels sur une journée qui était consacrée à la voiture du futur. Et je me réjouis aujourd'hui qu'on répète l'expérience sur une autre thématique qui est extrêmement importante et qui est d'actualité. Ce matin, j'ai eu le plaisir de dialoguer avec nos amis sénégalais et lors de la conversation spontanée, nous avons évoqué le problème de l'emploi. Et je leur avais dit que dans les milieux francophones et à leur tête, la France et les autres pays francophones, y compris le Maroc, le thème dominant dans les débats actuels présidentiels, et au Maroc nous allons avoir demain les élections, le thème dominant c'est l'emploi.
Et je disais que c'est le problème, à mon humble avis, il est mal posé. Le problème, c'est pas le problème de l'emploi. Le problème, c'est la création de richesses par l'innovation, parce que nous sommes dans un monde globalisé avec une compétition exacerbée à l'échelle mondiale, et on continue à réfléchir avec le modèle qu'on a instauré juste après la Deuxième Guerre mondiale. Or, le paradigme a changé, les nouvelles façons ont changé. Ce qu'il faut, d'un côté, c'est l'université, les instituts de formation, qui offrent une formation de qualité, de sorte à ce que l'étudiant, le lauréat, quand il sortira, il ne serait pas simplement un demandeur d'emploi, il serait un accepteur d'emploi, car s'il est extrêmement bien formé, avec cette multiculturalité, avec cette multidisciplinarité, avec cette ouverture sur le monde, avec cette mobilité, alors les entreprises et les institutions publiques et extra-publiques le demanderaient s'il était extrêmement brillant. Ou bien il serait créateur d'emplois au lieu d'être demandeur d'emploi. Vous avez à la Silicon Valley, dont vous avez parlé tout à l'heure, vous avez Stanford et Berkeley. Et un pourcentage extrêmement élevé des lauréats, d'ailleurs c'est eux qui ont créé la Silicon Valley, entre autres, créent leur propre emploi au lieu d'être demandeurs d'emploi. Et de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'entreprise. Le gouvernement ne crée pas d'emploi. Le gouvernement crée l'environnement adéquat qui permettrait de créer de la richesse. Et c'est la richesse qui va créer de l'emploi. On peut très bien créer de l'emploi en faisant des compagnies, je disais ce matin, de chaussures de basse qualité. On n'aura pas résolu le problème de la pauvreté, le problème de l'éducation des enfants. Il faut créer de la richesse qui, elle, va créer de l'emploi. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit créer un environnement favorable pour que la fiscalité soit citoyenne, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de charges sur l'entreprise, qu'il n'y ait pas beaucoup de blocage au niveau juridique pour que l'entreprise soit créée et de façon aisée, de façon simple, et assurer l'interaction entre l'entreprise et le monde de la formation et de la recherche. Voilà les deux piliers majeurs importants pour créer plus tard de l'emploi. On parle de l'emploi comme si c'était on va créer de l'emploi, et on oublie qu'on est en train, dans les milieux francophones, en train de pérenniser un système de formation qui est révolu. Bien sûr, il y a maintenant une remise en question, il y a des innovations qui se font, mais véritablement, il faut changer la façon de faire les choses, en tout cas pour d'abord jeter un pont, créer un lien entre ces deux solitudes, mais pas uniquement revoir de fond en comble même le monde universitaire. Il a été dit que le monde universitaire pensait de la façon avec laquelle on a créé l'université, qui était, je cite le mot, le réceptacle de la pensée. Bien sûr, on a besoin de ce monde de la pensée, de la création du savoir. Mais l'université est plus que ça. Donc, au sein de notre université, nous appelons ça University, avec C-I-T-Y, parce que l'université, il est au cœur de la cité, par la cité, et au service de la cité. Et quand l'université sort de ce cadre-là, alors nous avons ces deux solitudes. Et humblement, ce que nous faisons au sein de cette université naissante, et notamment au sein de l'INSA Euro-Méditerranée, nous essayons de répondre à cette équation importante qui est de former un lauréat de demain qui serait soit un lauréat que les autres vont embaucher parce qu'il a toutes les compétences requises, pas simplement les compétences techniques, les compétences linguistiques, les compétences culturelles, les multidimensionnelles, multiculturelles, multicultuelles, multicivilisationnelles, parce qu'on est dans une économie globalisée, mondialisée, et qu'on n'est plus dans une compétition locale, et même pas régionale, on est dans une compétition internationale, et que l'étudiant doit se mettre dans la peau d'un citoyen international. Et en même temps,
nous avons, bien sûr, il faut de l'expertise, il faut de la compétence technique. Mais plus que ça, nous sommes en train de mettre en place humblement quelques piliers qui ont été cités par notre ami sénégalais tout à l'heure. Mais nous sommes aussi en train de créer, on va le mettre en place l'année prochaine. Nous avons réservé 7 hectares sur le campus, le nouveau campus de l'université. Nous sommes en train de négocier pour acquérir 15 hectares supplémentaires pour faire quelque chose d'assez important, de créer des incubateurs, mais pas des incubateurs classiques. D'abord, créer un fonds multisources avec la participation de banques et de capitaux de risque et des investisseurs privés pour accompagner la création d'entreprises de façon endogène par les chercheurs et les étudiants en leur donnant un accompagnement à la fois managériel et juridique pour créer leur propre entreprise sur le site de l'université. Et d'autre part, il y a une autre parcelle qui va accueillir un certain nombre d'entreprises, pas pour faire de la production, mais pour faire de la recherche. Nous sommes d'ores et déjà bien avancés avec une grande multinationale qui, je l'espère, on va conclure dans les semaines à venir pour s'installer sur le site de l'université, faire de la recherche en partenariat avec l'université. Et nous voulons vraiment créer ce cercle vertueux dont parlait notre ami tout à l'heure, d'avoir les industriels sur le site de l'université et que les professeurs, les chercheurs soient au courant des réalités concrètes du monde de l'industrie. En tout cas, j'espère que cette journée était fructueuse, était bénéfique, et j'espère qu'il y ait un suivi à cette journée par... on va refaire cette journée, Sonia, sur d'autres thématiques, mais aussi qu'il y ait des partenariats concrets. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Madame la directrice, Sonia Bénou. Et vous avez oublié la présence de Monsieur le vice-président du groupe KINSA, que je remercie d'avoir fait le déplacement pour être avec nous au cours de cette journée. Merci Monsieur le Président. Donc je vais être très, très brève, parce que je pense que maintenant vous êtes tous très fatigués, vous êtes certainement très faim. Donc je voulais vous remercier tous les intervenants. En fait, vous avez tous été intervenants. Vous avez tous participé, tous posé des questions. Et donc ça a été une après-midi très riche et je vous en remercie vivement, en espérant vous revoir bientôt à Fès et à l'Université méditerranéenne de Fès. Je vous invite aussi, lorsqu'on aura le temps, bien sûr là il fait nuit, mais à venir visiter les locaux. On a aujourd'hui des nouveaux locaux qui sont extraordinaires, avec des équipements de haut niveau, que ce soit au niveau de la formation, pour la formation, mais aussi pour la recherche. Et ça vous donnera certainement un grand nombre d'idées et d'idées de collaboration. Donc, dès que vous le pouvez, on vous accueillera avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie tous et nous avons un repas qui nous attend dans le restaurant d'à côté.